Donc nous, on va fermer un petit peu tout ça. On va revenir sur notre fenêtre de jeu maintenant qu'on a un affichage. Et puis on va construire nos deux joueurs. Alors ici, quand je clique sur démarrer partie, je reviens sur mon élément, sur l'affichage des deux panneaux. Eh bien, je vais tout simplement aller chercher dans le code de partie, lorsque je débutais une partie, donc initialiser une partie, on avait ici la création des joueurs, ici, les différents jetons qui étaient donnés aux joueurs, et puis déterminer qui était le premier joueur, créer les 5 trous noirs, les deux intégrateurs sur les trous noirs, placer les 3 derniers intégrateurs, et puis afficher la grille de jeu sur console. Eh bien moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reprendre ce code, l'adapter un tout petit peu, et puis réutiliser les éléments dont j'avais besoin. Donc je vais reprendre tout le code initialiser la partie, code initialiser partie, qui est ici. Je le copie et je l'amène dans fenêtre de jeu. Alors, dans fenêtre de jeu, je vais le placer par exemple ici, sous le main. J'importe automatiquement les différents éléments. Et puis je vais modifier deux trois petits trucs. Alors j'ai attribué et couleur au joueur, donc je vais pareil rechercher attribuer couleur au joueur qui est ici. Je le rajoute après initialiser partie. Voilà. Et donc finalement, il y a quelque chose qui va changer. Les deux principales choses qui vont changer sont d'une part le fait qu'on va choisir le nom du joueur 1, non pas en faisant un scanner, mais en allant le chercher dans la case qui est ici, dans la case que j'ai appelée non joueur 1. Pareil pour joueur 2. Et puis, on ne va pas afficher la message sur console, la grille sur console. Donc ça, je vais déjà le supprimer. Ici, je vais supprimer mon scanner. Je vais supprimer mon system out. Et mon nouveau joueur, eh bien, il aura comme nom une variable string non joueur 1 qui sera issue du champ qu'on aura cité dans non joueur 1. Donc ici, j'ai non underscore joueur 1 point getText. Ça me permet de récupérer le texte qui aura été tapé dans la cellule et de le mettre dans non joueur 1. Et du coup, je crée mon nouveau joueur avec cette variable-là. Même chose pour joueur 2. Un copier-coller. Non joueur 2 égale la case non joueur 2 underscore getText. Joueur J2 égale new joueur, joueur 2. Une fois que j'ai fait ça, eh bien lorsque je vais créer mes joueurs, donc je vais laisser les messages sur la console, comme ça on pourra les voir. Je donne les jetons aux joueurs, je détermine qui est le premier, je génère 5 trous noirs. Je mettrai à jour ces différents champs sur les infos joueurs un petit peu plus tard. Alors, dernier point que j'ai oublié, initialiser partie, cette méthode-là, je vais tout simplement l'appeler lorsque je clique sur le bouton démarrer partie. Donc ici, après mon affichage de panneau, je mets initialiser la partie. Donc initialiser la partie, hein, pour être clair, est ici. Il crée mes deux joueurs après avoir vidé la grille. Il attribue des couleurs, il donne les jetons, il détermine qui est le premier, il crée les trous noirs et les intégrateurs. Et puis ici, on peut voir qu'il m'affiche deux messages pour me dire que le premier joueur va être de telle couleur, le deuxième joueur sera de telle couleur. Bien que je sois passé en mode graphique, j'ai toujours accès à l'interface console pour voir les messages de log. Donc lorsque je vais lancer mon programme, je vais saisir deux noms de joueurs, Benoît et Roger. Et lorsque je clique sur démarrer partie, ces deux panneaux s'affichent là. Et lorsque je reviens ici, que je visualise l'output, j'ai bien Benoît ici qui est de couleur jaune, Roger qui est de couleur rouge, signe que mes deux objets ont bien été créés. Et donc, je vais ensuite mettre à jour les différents champs qui sont ici et mettre à jour la grille pour afficher les trous noirs et les intégrateurs qui auront été créés.
Alors, je vais tout d'abord corriger l'affichage des cellules. Je vais être dans cellule graphique et de la même façon que j'avais affiché pour l'instant une cellule vide, en chargeant l'image cellule vide.png, je vais charger les 4 autres images à ma disposition en faisant un simple copier-coller de cette ligne-là et en changeant le nom des variables. Donc j'ai ici 5 images. Je vais charger l'image des intégrateurs dans une variable que j'appellerai img des int et je change le fichier ici. Et vous voyez la correspondance entre le fichier qui est ici, le nom de chemin ici, et l'ensemble des images icônes qui vont être présentes ici. Donc je fais ça avec les 3 autres images. Donc rien de difficile ici, simplement du copier-coller et adapter en fonction des noms des fichiers. Et voilà, une fois que j'ai ceci de terminé, j'ai mes 5 images icônes qui ont été chargées. Et il va me falloir simplement au niveau de l'affichage, afficher la bonne image en fonction du statut de la cellule associée. Donc rien de compliqué, ça va juste être du test pour savoir quelle image afficher. Donc dans un premier temps, si jamais j'ai un trou noir sur l'image, je vais afficher l'image trou noir. Donc je vais commencer par l'instruction suivante. Si la cellule associée possède un trou noir, ça tombe bien, j'ai une méthode qui me dit présence trou noir, ici, qui me renvoie vrai, si jamais il y a un trou noir. Donc je peux mettre égal true, bien que ceci soit facultatif. Et bien dans ce cas-là, j'afficherai comme image le trou noir. L'image trou noir. Sinon, si jamais j'ai un désintégrateur, je vais faire la même chose. Si jamais j'ai un désintégrateur avec sans doute une méthode présence désintégrateur que j'avais donc créé dans cellule Java ici. On comprend bien que ce sont les éléments ici que j'avais définis, présence trou noir et présence des intégrateurs. Donc ce sont plein de petites fonctions que j'ai rajoutées à ma cellule.java et que je vais pouvoir utiliser dans d'autres méthodes, comme on a fait jusqu'à présent. Eh bien, j'afficherai l'image du désintégrateur. Et puis sinon, il va falloir que je sache s'il y a un jeton sur cette cellule ou pas. Je vais tout d'abord récupérer la couleur du jeton qui est sur la cellule. Et j'ai une méthode lire couleur du jeton disponible. Et je vais faire ensuite un switch case. Switch couleur jeton. Donc j'aurais très bien pu faire des if imbriqués. On va regarder un case pour être plus clair. Et donc, lorsque je regarde ce que me renvoie la méthode lire couleur jeton, dans la classe jeton.java, lire couleur, retourne couleur, donc là on est au niveau du jeton. Il me renverra la couleur qui sera soit un rouge, soit un jaune. Donc là, c'est adapté en fonction du nom que vous avez donné, si c'est un rouge majuscule ou un jaune ou rouge minuscule, un jaune majuscule, un jaune minuscule. Et j'afficherai, si c'est rouge, l'image qui correspond au jeton rouge. Si c'est jaune, l'image qui correspond au jeton jaune.
Et la dernière petite difficulté est si jamais il n'y avait pas de jeton qui était associé à la cellule associée. Et auquel cas, on revient sur cellule, on regarde la méthode qui nous dit lire couleur jeton. Ici, si jamais le jeton courant était égal à nul, je retournais le mot-clé vide. Donc je mettrai ici, dans le cas où c'était vide, j'affiche celui-là, l'image vide. Je termine les bonnes accolades, quitte à refaire un format. On est bon, et là-dessus, rien qu'avec cette méthode paint j'ai terminé tout ce qui était affichage de cellules. Je n'ai plus rien à faire ici. Alors, j'enregistre. Je vais simplement relancer mon programme. De base, j'ai bien ça. Lorsque je crée mon jeu et que je clique sur démarrer, pour l'instant, on voit que quand je passe la souris sur les différents boutons, eh bien, les éléments apparaissent au fur et à mesure. Alors, on va bien sûr corriger ça, mais on peut voir la présence des 5 trous noirs, la présence de 3 désintégrateurs qui sont apparus progressivement. Dernier point qu'il faut que je fasse, c'est de dire que quand j'ai cliqué sur démarrer partie, je rafraîchisse l'affichage. Donc lorsque je reviens sur ma fenêtre de jeu et que j'affiche ma fenêtre de design, que je clique sur le bouton démarrer partie, et bien une fois que j'aurai initialisé la partie, je vais faire ce qu'on appelle un repaint, c'est-à-dire rafraîchir l'écran du plateau de jeu. Et pour ça, je vais écrire panneau. Donc mon plateau s'appelle panneau grille. .repaint. Ceci permet de redessiner complètement mon plateau. C'est une méthode finalement de rafraîchissement de l'affichage. Et donc lorsque je lance à nouveau et que maintenant je clique sur démarrer partie, et bien là j'ai mon affichage qui aura été rafraîchi automatiquement. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais je reclique à nouveau sur démarrer partie? Eh bien je vais vider ma grille et je vais en recréer une nouvelle. Du coup, je vais avoir de nouvelles grilles à chaque fois que je clique sur démarrer partie. On voit bien là qu'il y a vraiment une correspondance entre la grille affichée et la grille que j'ai en mémoire. Ce que je vais faire, c'est tout simplement interdire ce bouton, histoire qu'une fois que je clique sur démarrer partie, on ne puisse pas s'amuser à rafraîchir à chaque fois ces éléments-là. Donc je ferme ceci, et au niveau de cet élément-là, donc lorsque je clique sur le bouton, eh bien bouton Start que j'avais appelé bouton qui s'appelle bouton Start, btn Start, point, set enable false. Ceci me permet de désactiver le bouton. Lorsque je relance ici et que je clique une première fois sur démarrer partie, bien maintenant mon bouton est grisé, je ne peux plus m'amuser à retaper dessus. Je ferai bien sûr la même chose à chaque fois que les colonnes seront remplies. Il ne manque plus qu'à mettre à jour ces informations-là, et puis on sera bon pour débuter notre partie. Donc ceci, ça va se faire tout simplement au niveau de la méthode initialiser partie. Je reviens sur cette méthode-là, et je vais rajouter les différentes informations que j'aurai mises à jour avec le nom des joueurs. Donc une fois que j'ai attribué les couleurs aux joueurs et que j'ai mon affichage, par exemple ici, je vais tout simplement mettre à jour ces différents labels. Ces labels, on se rappelle que celui-là s'appelle LLBL J1.nom. LBL J1.nom, set texte, et je vais le mettre à jour avec le nom du joueur, qui est ici, qui est toujours dans cette variable, non joueur 1. Même chose avec le joueur 2. Sa couleur qui a été déterminée au hasard, qui est dans un attribut qui s'appelle label underscore J1 underscore couleur. Bien, sa couleur est définie maintenant avec J1.couleur. Pareil pour le joueur 2. Alors là, ici, j'ai peut-être un problème de nom.
ici, je l'avais appelé, voilà. Il faut juste que je corrige le petit 1 qui traînait. Et donc, je reviens sur la couleur, J de couleur. Et au niveau du nombre de désintégrateurs, ben, je vais les mettre à 0 tous les deux parce qu'au départ, on commence notre partie avec 0 désintégrateur. Alors, comme le nombre de désintégrateurs est un nombre entier, si j'écris J1.nombre désintégrateurs, je vais avoir un petit message d'erreur parce que ceci est un entier et qu'il l'affiche alors qu'on attend un string. Donc, je vais tout simplement tricher un petit peu en mettant un plus guillemets guillemets. C'est comme si je concaténais un entier avec une chaîne de caractères, ça va me donner une chaîne de caractères. Je fais la même chose pour J2.désintégrateur. Et là, on est bon pour mes joueurs. Dernier point, on a ici le joueur courant qui aura été déterminé grâce à une fonction aléatoire. Et bien maintenant, sur cet affichage-là, sur les infos du joueur, au niveau du joueur courant, je vais simplement changer le label JCourant pour donner le nom du joueur courant. Label JCourant.setText. Et le nom de ce joueur courant, c'est ni plus ni moins que joueur courant.nom. Et avec ces simples lignes, lorsque je sauvegarde et que je lance mon programme, je mets mon premier joueur, je mets mon deuxième joueur, je démarre ma partie. Et donc j'ai bien toutes les informations qui sont ici. Joueur 1, bleu, noir, rouge, 0 désintégrateur. Joueur 2, Roger, jaune, 0 désintégrateur. Le joueur courant, c'est Roger, donc ça va être à lui de jouer. Il pourra cliquer sur un de ces 7 boutons, une fois que ces derniers seront actifs, et ça mettra à jour automatiquement la grille. Ma grille, elle a été générée automatiquement. Chaque case est en fait un bouton. Si on clique dessus, rien ne se passe pour l'instant parce qu'on n'a pas activé la possibilité de désintégrer des boutons, des jetons, ou la possibilité de récupérer ses propres jetons. Et là, on a un statut sur lequel notre partie peut commencer. Notez que si je ferme et que je relance mon programme, eh bien, j'aurai une configuration différente avec peut-être le joueur qui sera identique ou peut-être un autre joueur. Si je veux le revoir précisément, je ferme ceci. Je reviens sur mon bouton que j'avais désactivé. Je mets simplement cette ligne en commentaire le temps de mes tests. Et lorsque je clique sur démarrer partie, vous voyez qu'ici le joueur courant c'est Benoît. Il est jaune alors que Roger est rouge. Et puis à chaque fois que je clique sur mes éléments, vous pouvez voir différentes variables qui changent, notamment la couleur du premier joueur, la couleur du deuxième joueur et le joueur courant qui va commencer. C'est pas toujours le jaune qui commence. Ici, par exemple, Benoît est rouge et c'est à lui de commencer. Donc voilà, à partir de là, on a notre jeu qui est prêt, dans un état prêt à être joué. Il va simplement nous falloir nous ajouter les actions de jeu et les actions de test de fin de partie.